Bien, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord féliciter celles et ceux qui sont encore là et vous dire que vous allez bientôt récompensés, car je le répète, vous allez avoir une très belle soirée, je crois. À la fin de ma petite allocution, je vais remercier nos amis marocains en particulier. Je pense qu'on pourra encore les remercier ce soir. Alors, je n'ai pas cherché évidemment à tirer de véritables conclusions de ces 2 jours, d'autant plus qu'il faudrait revenir, réfléchir sur tout ce qui a été dit. Je me contenterai de quelques remarques. La première, c'est que l'objectif de cette World Policy Conference, je répète que c'est un événement qui a vocation à être annuel, c'est probablement de contribuer positivement, j'insiste sur le mot positivement, à l'un des problèmes les plus urgents, les plus graves pour la planète dans son ensemble. Nous n'allons pas refondre la gouvernance mondiale du jour au lendemain, il faudrait évidemment être d'une immense naïveté pour le croire, mais en même temps, il est vrai que le temps nous est compté. Dans un monde de plus en plus interdépendant, l'absence de mode de gouvernance approprié ne peut que conduire à une catastrophe. Donc, sujet essentiel. Deuxièmement, nous avons bien vu au cours de ces 2 journées que les problèmes dont nous parlons ont de multiples aspects et si l'on veut être constructif et efficace, il faut bien comprendre les différents aspects des questions dont nous parlons. Alors d'abord, bien sûr, il y a des questions techniques. Ces questions techniques, elles sont parfois très ardues. Nous le voyons bien, par exemple, dans le domaine économique. La science économique a fait d'immenses progrès ces dernières décennies. Il n'empêche que sur beaucoup de sujets, il n'y a pas de consensus. Donc, il y a matière à débat. Et ces débats font appel à des connaissances qui sont souvent très pointues, par exemple dans le domaine financier. C'est vrai aussi dans les domaines de sécurité. Si vous parlez des questions politico-militaires, il faut avoir une certaine formation, un certain vocabulaire, une certaine manière de penser. Et naturellement, si vous prenez les sujets plus spécialisés de la mondialisation et donc de la gouvernance, tels que ceux dont nous avons parlé aussi hier et aujourd'hui, l'eau, l'alimentation, l'énergie, la santé, pour ne prendre que ces exemples, chacun d'eux suppose un appareil de référence, de connaissances, et tout cela ne va pas de soi. Donc il y a des aspects techniques. Ce qui fait que les choses sont compliquées, c'est que la technique est souvent mêlée et teintée d'idéologie. Nous le voyons aussi constamment. Par exemple, en économie, le fait d'être monétariste ou keynésien, ce n'est pas seulement une affaire technique de connaissance ou d'économétrie. Il y a aussi une dimension idéologique. Si vous parlez des problèmes d'environnement ou de santé, je n'ai pas besoin d'insister pour que chacun comprenne qu'il y a également des dimensions idéologiques. Et les dimensions idéologiques enrobent les dimensions techniques et vice-versa. Et ça, naturellement, ça complique les débats et les discussions. Alors, aspect technique mêlé d'idéologie, aspect politique ensuite. Alors, quand on parle d'aspect politique, de quoi parle-t-on exactement? C'est très simple. Prenez par exemple les G, les fameux G. Chacun de ces G ne peut fonctionner que si ceux qui en font partie ont la volonté politique d'aboutir à quelque chose. Pourquoi est-ce que le plus célèbre des G, c'est-à-dire le vrai G5, c'est-à-dire le groupe des membres permanents du Conseil de sécurité, pourquoi est-ce qu'il n'est pas satisfaisant? Bien sûr, à cause de sa composition, dont on sent bien qu'elle ne reflète pas les réalités du XXIe siècle, mais aussi parce que pour des raisons historiques, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne se sont jamais mis d'accord sur quelque chose de positif. Ils n'ont pas un projet positif en commun. Et ils ont toujours, ou presque toujours, joué dans la modalité jeu à somme nulle, c'est-à-dire que ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre.
Si, dans un domaine quelconque, le G dont il s'agit ne s'est pas mis d'accord sur un projet positif qui transcende les conflits individuels qu'il peut y avoir par ailleurs entre ses membres, ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi hier matin, je recommandais que pour chacun des G, on définisse une charte de droits et de devoirs, les devoirs des membres de ce G. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je pense que les deux G les plus importants aujourd'hui sont probablement le G5 dont je viens de parler. On parle de l'avenir du G8. Pour moi, la réponse est extrêmement claire. Parce que si l'autre G, c'est-à-dire le G20, a vocation à devenir le bon G en matière macroéconomique générale, à ce moment-là, l'autre G, celui qui a plutôt les vocations, la vocation politique ou politique et sécurité au sens large, c'est le Conseil, les membres permanents du Conseil de sécurité, bien revus et corrigés. C'est ça, potentiellement, les deux G importants. Reste ensuite à bien en définir, encore une fois, la composition et les missions dans l'esprit que je viens de préciser. Mais la situation, encore une fois, ne peut être clarifiée que si il y a un esprit positif commun. Et ça, évidemment, on en est encore très loin aujourd'hui. Le troisième aspect que je voudrais souligner, et je crois qu'il est assez bien ressorti au cours de ces deux journées, on l'appellera, si vous voulez, l'aspect culturel. Et là, je voudrais insister un tout petit peu. Personnellement, je me félicite que le message de Sa Majesté le roi Mohammed VI hier matin ait mis l'accent sur les aspects humains et culturels. C'est un message substantiel qu'il nous a livré, qui mérite d'être relu. Et je crois que le roi a tout à fait raison de mettre l'accent sur ce point. Il y a quelques années, dans mon jeune temps, je me souviens qu'on parlait beaucoup de dialogue des cultures ou dialogue des civilisations. Bon, ces dialogues des civilisations, ça donnait lieu à des discussions de café du commerce. Je ne sais pas comment on traduit ça d'ailleurs, hein, exactement en anglais. Mais il ne s'agit pas de réunir un imam, un prêtre catholique et un pasteur protestant et qu'est-ce qu'il me manque, un bouddhiste, un rabbin, merci, pardon, j'oubliais le rabbin, pour qu'on résolve le problème des dialogues des cultures et des civilisations. Ça va naturellement beaucoup plus loin que ça. Ce qui est tout à fait clair, y compris dans des discussions comme celles que nous avons, c'est que même si nous sommes souvent très proches les uns des autres à certains égards, nous avons des structures mentales différentes, des mindsets, comme on dit en anglais, différents. Et comme on a des mindsets différents, on parle parfois même avec les mêmes mots, mais en ayant autre chose en tête. Et naturellement, on ne peut pas véritablement se comprendre dans ces conditions. Et c'est quelque chose qui va très au-delà de la question pure des langues, encore que, comme il a été dit plusieurs fois au cours de ces deux journées, les langues véhiculent évidemment des choses très profondes, véhiculent une culture, et certains d'ailleurs vont jusqu'à considérer les langues comme une sorte de troisième mémoire, ou de mémoire plus d'inconscient collectif en quelque sorte, en termes psychanalytiques jungiens.